Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité. Vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département. J'ai l'âme et le cerveau tout à l'envers. Cette émission vous est présentée par Anthony Grouard Et Anne-Laure Timel. Alors maintenant, chers amis, sac au dos et partons ensemble découvrir les chemins pèlerins de Loire-Atlantique, mais pas que. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Cyril Bolland, fondateur de l'association des Saintes et des Saints de Provence, et Isabelle Alain, membre des Haltes Pèlerines 44, qui a récemment parcouru le chemin de Marie-Madeleine. Dans mon pays là-bas, tout angoissé, si de tous les bourdons j'ai le plus beau, j'ai aussi le plus lourd sous mon chapeau. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors Cyril, vous êtes président de l'association des Saints et Saintes de Provence. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien nous parler de votre association ? Oui, alors écoutez, en fait, l'association elle est née en 2019, mais on va dire que le projet est plus vieux que ça, il date de 2013 en fait. Au départ, en fait, c'est une marche avec ma future épouse qu'on a fait donc en février 2013, où on a souhaité en fait relier les Saintes-Maries de la Mer jusqu'à la Sainte-Baume. Voilà, sur les pas de Marie-Madeleine, à l'époque, il n'y avait pas de chemin. Et puis, on ne savait même pas que la tradition provençale existait. À vrai dire, on ne connaissait pas la Provence plus que ça. Et en fait, on a découvert la tradition provençale au gré de notre marche, sachant qu'on n'a pas seulement marché à pied, mais on avait pris aussi des transports en commun, on avait fait du stop, enfin voilà, on avait différentes formules, on avait essayé différentes formules. Et en fait, à l'issue de ce chemin, on s'est dit, mais il faut absolument créer quelque chose. On avait tous les deux pèleriné sur les chemins de Saint-Jacques et sur d'autres chemins de pèlerinage, et on a vraiment trouvé là on s'est retrouvé vraiment dans l'esprit du pèlerinage, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il se trouve qu'on était en contact avec l'animatrice du sanctuaire des Saintes-Maries de la Mer, et elle-même, elle a mis en tête ce même genre de projet, donc on s'est dit on va faire quelque chose ensemble. Donc l'association est née de cette rencontre en fait, et ça a mis quelques années à se concrétiser tout simplement parce qu'il a d'abord fallu voir si c'était possible de créer un chemin à pied qui puisse vraiment relier ces deux destinations. Ça a été vraiment une inspiration finalement, la création de ce chemin. Oui, ça a été, en fait, la base, ça a vraiment été cette découverte, et puis après, en fait, la joie qu'on a eue à réfléchir à un itinéraire, et puis à imaginer faire ça ensemble, en équipe, et du coup, l'association est née, dans un deuxième temps, mais tout de suite, quelque part, on a eu en tête le fait qu'il faudrait une association, de toute façon, pour encadrer ce chemin, pour encadrer, en fait, l'accueil et l'accompagnement des futurs pèlerins. Voilà. C'est bien. On va vraiment y revenir tout à l'heure sur un peu la création de ce chemin. Maintenant, Isabelle, je viens vers vous. Isabelle, est-ce la figure de Marie-Madeleine qui vous a conduit sur ce chemin de pèlerinage ? Et qu'est-ce qu'elle évoque, Marie-Madeleine, pour vous ? Alors Marie-Madeleine, donc je l'ai rencontrée l'année dernière sur la Via Ligéria, en parcourant la Via Ligéria donc de Nantes à Besançon, et arrivée à Vézelay, j'ai découvert Marie-Madeleine, que je ne connaissais que peu. Je me suis rendu compte après, et ça a été vraiment une rencontre grâce à une prière aussi que j'ai pu lire là-bas et prier ensuite. Voilà. Et Marie-Madeleine, elle m'inspire beaucoup parce que c'est une femme, très humaine, puisqu'on la présente parfois comme, souvent, au départ, une pécheresse, délivrée des 7 démons. Mais surtout, c'est aussi une femme de chercheur de Dieu, de chercheur de Jésus. Elle, le jour où il y a elle est avec Marthe, sa sœur, et Lazare, donc son frère, qui était peut-être là aussi. Et Jésus était dans cette maison pour sans doute prendre un repas, puisqu'ils étaient très amis. Elle ne fait qu'écouter.
elle écoute l'essentiel. Marthe s'affaire à autre chose. Voilà, et j'aime cette figure qui cherche de l'essentiel, qui cherche à écouter quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, de spirituel. Donc voilà, cette femme humaine et cette femme en recherche de spirituel, ça a fait écho chez moi. Et quand j'ai rencontré un peu plus cette figure à Vézelay en mai ou voire juin 2023, je l'ai priée jusqu'à ce que je fasse mon pèlerinage sur les pas de Marie-Madeleine là en septembre 2024. Une vraie inspiration là aussi, finalement. Quelque part, oui. Alors Cyril, vous racontiez là tout à l'heure qu'en 2013, avec votre chérie, vous décidez de parcourir un petit peu ce chemin-là. Sur quoi vous vous êtes basé pour établir le tracé de ce nouveau chemin ? Alors à la base, pas grand-chose. En 2013, en fait, c'est vraiment des petites miettes entre guillemets d'indices qui nous ont conduits à emprunter ce chemin. À savoir que moi j'avais fait un stage de fin d'études dans la région et du coup j'avais ouï dire qu'il y avait une barque qui était arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer avec Marie-Madeleine à son bord, mais j'en savais pas plus que ça. Et j'avais un ami à l'époque qui habitait Toulon et qui m'avait dit mais à la Sainte-Baume il y a une grotte où elle aurait vécu. Et donc j'ai dit à Marie à l'époque qu'on pourrait marcher entre ces deux points, mais sans savoir que ces deux points étaient reliés par une tradition locale très vivante. Et en fait, en parcourant cet itinéraire, il se trouve qu'on a longé la côte au maximum et qu'on est passé à Marseille. Et ben en fait, on s'est retrouvé exactement sur l'itinéraire tel qu'il est indiqué, on va dire, dans la tradition provençale. À savoir qu'il y a différentes traditions dans cette tradition. Et que du coup, nous après, pour vraiment approfondir et créer l'itinéraire, on s'est basé sur une des versions de cette tradition. Mais qu'on n'a pas pris tous les éléments. Exemple, il y a dans une version de la tradition provençale, il est question d'Aix-en-Provence. Marie-Madeleine serait passée par là, et nous on l'a pas inclus dans cet itinéraire-là, parce que en fait on l'a gardé pour d'autres chemins, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'association s'appelle Chemin des Saintes et Saintes de Provence, donc le chemin de Marie-Madeleine n'est qu'un premier itinéraire pour nous, et on prévoit d'ouvrir d'autres chemins dédiés à d'autres figures de cette tradition provençale. Comme le disait Isabelle, il y a différentes personnalités qui sont incluses dans cette tradition. Et du coup, il y a cette fameuse figure de Maximin qui est donnée comme premier évêque d'Aix-en-Provence. Et donc, on garde Aix-en-Provence pour un itinéraire qui lui serait dédié. En sachant que ça, c'est des projets pour du long terme. Voilà. Donc, en fait, à la base, il y a ce fil conducteur d'aller à un point A à un point B, donc de Sainte-Marie-de-la-Mer où tout a commencé, où la barque a débarqué, jusqu'à l'endroit où Marie-Madeleine aurait son sarcophage, ses reliques, à Saint-Maximin. Et donc du coup, d'ouest en est, on trace un itinéraire qui relie ces points en passant par des lieux où la tradition raconte qu'elle est passée. Exemple d'inclusion assez tardif, entre guillemets, les égalades aux abords de Marseille qu'on n'avait pas prévu dans l'itinéraire au départ, mais que la région avec qui on a monté ce chemin avait prévu, et donc on a intégré les égalades dans notre itinéraire, et on a aussi intégré des lieux de passage historique des pèlerins, puisque le pèlerinage à Marie-Madeleine existe au moins depuis le Moyen-Âge. Les pèlerins à l'époque partaient de Marseille et ils allaient vers la Sainte-Baume, et donc on a utilisé l'itinéraire qu'empruntaient les pèlerins du Moyen-Âge pour quitter Marseille par exemple. Donc voilà, on a intégré différents éléments, et ça s'est fait dans la durée, on va dire, du chemin initial qu'on a pris avec Marie, mon épouse, en 2013. On a petit à petit intégré d'autres étapes qui permettent aussi, par exemple, de pouvoir tout simplement s'arrêter pour dormir et se ravitailler. Donc on a par exemple fait passer le chemin par la Penne sur Yvonne, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais qui permet de couper le chemin un peu, de refaire une étape supplémentaire et puis de se ravitailler. Ben oui, c'est important parce qu'en fait le pèlerin ne vit pas que d'eau fraîche et de la parole de Dieu. On n'est pas encore tout à fait rendu à ce stade-là pour beaucoup d'entre nous. Ouais. Donc on peut pas dire, la dimension historique elle y est, mais il y a pas que ça. Et puis techniquement c'est pas, on a quand même respecté aussi au maximum
maximum les chemins existants, les chemins pédestres existants. Donc on a dû prendre tous ces éléments-là en compte pour tracer l'itinéraire définitif, sachant qu'en plus il y a des variantes du coup. C'est pas un seul itinéraire en fait. Il y a des détours possibles. Cyril, vous parliez de tradition tout à l'heure sur le chemin de Marie-Madeleine, là. Est-ce que la tradition orale historique de ce cheminement est encore présente? Eh bien oui, et c'est ça qui est fabuleux, qui nous a énormément touchés, nous, quand on a découvert ça en 2013, c'est qu'en fait, non seulement on passe dans des magnifiques lieux sanctuaires qui souvent relatent cette tradition provençale, l'explicitent à l'aide de grands panneaux, et en plus, les gens, les Provençaux, en fait, cela transmettent de génération en génération cette tradition. Peut-être même qu'ils l'augmentent un petit peu de temps en temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une transmission orale et du cœur en fait de cette tradition. Et du coup, les gens, quand ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Et cette tradition, du coup, elle est vivante. Et c'est ce qui nous a, nous, énormément touchés à l'époque, c'est que, du coup, on a l'impression, quelque part, de marcher avec ces saints de la tradition provençale, comme s'ils étaient encore là, presque physiquement présents sur le chemin. Et à vrai dire, ça nous a quelque part bouleversés. C'est très vivant, hein, finalement. Oui, c'est ça. C'est que ça reste quelque chose de vraiment... Enfin, les Provençaux, ils tiennent beaucoup. Hein. Marie-Madeleine, c'est la sainte patronne de la Provence. Et les gens sont vraiment très attachés à elle. Et je pense que ça joue pour beaucoup dans, comment dire, l'intensité qu'on peut avoir à marcher sur ce chemin. Je pense qu'Isabelle peut en témoigner de ça. La présence de Marie-Madeleine, alors pas à travers des témoignages personnels, mais par les lieux effectivement où il y a des églises ou des basiliques Marie-Madeleine, oui, c'est parce que tous les grands lieux, en fin de compte, je repense à Martigues, il y a une église Marie-Madeleine. Ensuite à Marseille, alors pour le coup à Marseille, l'église Marie-Madeleine qui était tenue par les Chartreux, Marie-Madeleine était très important pour les Chartreux. Ils ont appelé leur église Marie-Madeleine, mais je suis pas sûre qu'elle soit passée par là. Mais à l'abbaye Saint-Victor également, donc à Marseille, c'est pareil, on parle beaucoup de Marie-Madeleine. Et j'ai un petit peu oublié, parce que ça, j'ai pas révisé tous les lieux où on en parlait sur le chemin, mais en tout cas, et puis dès qu'on arrive vers le massif de la Sainte-Baume, évidemment. Voilà. Il y a par exemple les Égalades à l'entrée de Marseille, dans les quartiers nord, où elle aurait séjourné en fait. Et il y a une grotte il y a une source, il y a une église qui porte son nom. Et en fait, pour les Chartreux, il se trouve que non, Marie-Madeleine n'est sans doute pas passée par là, parce qu'en fait, la tradition raconte qu'elle aurait longé l'Uvonne, ce qui n'est pas techniquement possible à l'heure actuelle. Donc l'Uvonne, c'est une rivière qui prend sa source dans le massif de la Sainte-Baume et qui se plonge dans la mer à Marseille, au sud de Marseille. Donc elle aurait longé cette rivière, elle aurait remonté le cours de cette rivière. Mais les Chartreux, en fait, c'est un lieu de passage des pèlerins au Moyen-Âge. Donc en fait, à la sortie de Marseille, on a vraiment choisi de suivre le chemin historiquement emprunté par les pèlerins de Marie-Madeleine qui se rendaient à la Sainte-Baume. Et donc ils passaient aux Chartreux. Alors, Cyril, juste une petite dernière question rapide avant la pause musicale. Quand vous parlez du passage des pèlerins à cet endroit précis que vous venez de citer, est-ce qu'on peut imaginer que les gens, d'autres pèlerins, passaient par cet itinéraire-là, aussi bien pour aller à Rome que vers Saint-Jacques ? Sans doute. De toute façon, je dirais qu'il y a... Pour moi, en fait, il n'y a pas des pèlerinages. Il y a un pèlerinage. Et les gens, pour aller sur ce chemin de pèlerinage, finalement, ils font plein de détours. Les chemins, ils traçaient pas une ligne droite. Les pèlerins, si on parle des pèlerins du Moyen-Âge, ils allaient en fait de sanctuaire en sanctuaire. Et si on leur parlait d'un sanctuaire qui leur plaisait, ils faisaient le crochet par ce sanctuaire. Donc en fait, c'est l'intérêt en fait même pour nous de reconnecter le chemin de Marie-Madeleine au chemin de Saint-Jacques, par exemple.
et au chemin de Rome. Et il est connecté en fait du côté de Saint-Maximin directement au chemin de Saint-Jacques, puisque le chemin de Saint-Jacques passe à Saint-Maximin. Et de l'autre côté, on est tout près de Arles-et-Saint-Gilles, et c'est 40 km des Saintes Maries de la Mer. Et donc on a prévu une jonction entre ces chemins-là aussi. Tout ça pour dire que les pèlerins, en fait, ils tracent leur chemin et ils peuvent l'emprunter dans les deux sens. Et puis choisir de continuer sur Compostelle, ou au contraire de partir de Vézelay, ou alors d'aller vers Rome. Donc on connecte en fait tous ces chemins. Pour moi, l'intérêt, c'est de tout connecter ensemble. Oui, c'est ce que Anthony, tu appelles la continuité pèlerine, hein, qui permet, en utilisant plusieurs. Mais quelque chose qui est très ancien, parce que dans les livres plus anciens de pèlerinage, ils parlent de pérégrinations multiples. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec Cyril. Effectivement, ça les dérangeait pas de faire un détour parfois de 50 km s'ils estimaient que le lieu de pèlerinage était un lieu vraiment important à pas rater. Oui, et puis il faut savoir que Marseille, c'était un grand lieu de départ de Compostelle. Hein. Oui. L'église des Accoules, où on passe d'ailleurs, hein, avec le chemin de Marie-Madeleine, c'est un départ de Saint-Jacques. Voilà, donc il y a cette comment dire, il n'y a pas de séparation. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis invité à votre émission aujourd'hui. C'est que finalement, il y a pas de mur étanche entre les différents pèlerinages. Complètement. On va faire maintenant une petite pause musicale et on va aller Over the Rainbow avec IZ.
Vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité. Nous recevons aujourd'hui Cyril Bolland, fondateur de l'association des Saints et Saintes de Provence, et Isabelle Alain, membre des Haltes Pèlerines 44, qui a récemment parcouru le chemin de Marie-Madeleine. Alors Isabelle, comme vient de le dire Anne-Laure, vous avez tout dernièrement parcouru le chemin de Marie-Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous parler des caractéristiques de ce chemin? Point de départ, point d'arrivée, le nombre de kilomètres, l'hébergement, le balisage? Donc, c'est un chemin proposé sur 224 km des Saintes-Maries de la Mer dans les Bouches-du-Rhône, entre les deux Rhônes, et en pleine Camargue, jusqu'à Saint-Maximin-Sainte-Baume, qui est dans le département du Var. Voilà pour le côté géographique. Alors moi, probablement que j'en ai fait un peu plus parce que je me suis plusieurs fois perdue, mais c'est parce que ça fait partie de mon pèlerinage. Isabelle, si vous me permettez, ça fait partie du pèlerinage de beaucoup de monde. Oui. Et moi, le terme pèlerinage, avant que je ne pèlerine, ça ne fait que ma deuxième marche pèlerine, on m'a souvent dit que la vie était un pèlerinage. Effectivement, dans la vie, on se perd un peu parfois et on retrouve le droit chemin, le bon chemin, etc. Effectivement, concrètement sur ce chemin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc, sur 12 jours de marche et 13 jours mon pèlerinage, puisque le dernier jour, je suis vraiment restée sur le lieu de Saint-Maximin, Sainte-Baume, pas très loin des reliques de Marie-Madeleine. Donc je suis partie des Saintes-Maries de la Mer que je découvrais. Je ne connaissais pas du tout la région de la Camargue. J'ai pas tellement regardé avant où je marchais. Ça fait partie, moi, de mon tempérament. J'aime ne pas trop savoir à l'avance. J'aime l'inconnu, l'imprévu de l'homme et l'imprévu de Dieu. Et voilà. Et chaque jour, moi, je remets au Seigneur, eh bien, tu rencontres qui tu veux, tu me mets sur mon chemin qui tu veux. Et pareil pour mes hospitaliers du soir. Voilà. Et donc, tout ce chemin était un petit peu dans ce sens-là, avec Marie-Madeleine qui m'accompagnait. Et vous aviez une liste d'hébergement, du coup? Oui, comme pour vous, comme avec les Haltes Pèlerines 44, je suis partie avec un topo guide très bien fait, même si je me perdais, et théoriquement des cartes, mais comme j'ai dû changer de téléphone juste la veille de mon départ, eh bien, je n'ai pas retrouvé mes cartes sur mon nouveau téléphone. Donc, j'étais sans carte. Mais avec les Haltes Pèlerines, et grâce au fait que j'étais sans carte, plusieurs fois, sans même que je demande mon chemin, on s'apercevait que je cherchais mon chemin. J'ai eu plusieurs fois le cas, et ça, je trouve ça très fort, très beau sur un chemin de pèlerinage, que quelqu'un vienne à nous et nous demande, mais vous cherchez votre chemin? Voilà, il est là. Et par exemple, une fois, j'étais en bord de Méditerranée, je dirais vers quelque chose la Couronne. Je ne sais plus trop le lieu. Peut-être que Cyril peut nous éclairer sur la Couronne. Oui, Carreau la Couronne, je crois. Oui, ça fait partie de l'itinéraire en tout cas. Et voilà. Je ne sais pas où Isabelle s'est perdue. C'est ça. Et ça en fait partie. C'est le début de la Côte Bleue. Oui, c'est ça, début de la Côte Bleue. Et là, un homme vient vers moi et me dit vous cherchez le chemin, il est là, ok? Et ben, voulez-vous que je vous le montre un petit peu? Ben, je dis oui, si vous voulez. Et je pensais qu'il allait me montrer ça, le chemin sur 20 mètres. Mais non, il est resté 1h30 avec moi. Il a marché et il m'a expliqué beaucoup de choses sur les lieux. Il était très fier de me parler, alors non pas des tailleurs de pierre, mais quelque chose qui ressemble au tailleur de pierre qu'on taillait dans les rochers là de ce lieu pour construire tous les édifices de Marseille ensuite. Il m'a parlé de l'algue qui était le poumon là de la Méditerranée. Il me parlait des herbes aromatiques de la garrigue qu'on traversait par moments, etc. C'était un passionné passionnant et il était derrière ses lunettes de soleil. Je ne voyais pas son visage. Et juste à la fin, quand on s'est quitté, il a retiré ses lunettes. Et j'ai trouvé ça très beau, ce chemin, côte à côte, à marcher,
a évoqué aussi un petit peu de spiritualité, voilà, de sa part. Et ça, c'est l'imprévu du chemin, les rencontres qu'on n'a pas prévues, et surtout quand on s'est perdu. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit quand on voit dans les églises aussi avant les chemins de croix, c'était des labyrinthes qu'il y avait. Et le labyrinthe, il y a forcément des endroits où il faut faire demi-tour, où on est dans des zones un peu plus difficiles. Et c'est le chemin que l'homme doit parcourir sur terre dans sa relation avec Dieu. C'est pareil dans la vie de tous les jours, et c'est pareil sur les chemins de pèlerinage. Donc je pense qu'on a tous expérimenté ce genre de choses. J'imagine. C'est parti, ouais. Alors, je voulais préciser un petit peu ce que disait Isabelle pour répondre un petit peu continuer de répondre à votre question. Simplement pour dire que, en fait, donc, l'association des chemins des Saintes et Saints de Provence met à disposition des pèlerins, monnayant une adhésion de 15 €, en fait, la possibilité de télécharger sur son site avec un code qui est donné au moment de l'adhésion, le topo-guide, la cartographie, un guide des services, donc avec la liste des hébergements possibles, les hébergements commerciaux, les restaurants, etc. Enfin, ceux qu'on a sélectionnés. Bien sûr, on ne peut pas tout mettre. On est sur une zone très touristique, donc il y a énormément de choses. Donc nous, on a précisé finalement les adresses qui nous semblaient les plus adaptées à la démarche pèlerine. Et puis une liste d'accueillants en fait qui font intégralement partie de notre association, qui sont des hospitaliers en fait qui accueillent les pèlerins pour une nuit, un petit déjeuner et puis souvent le repas du soir. Voilà, monnayant quelques euros en fait, parce qu'on est bien moins cher du coup que sur les en fait les gens donnent ce qu'ils veulent si vous voulez. On n'est pas sur un accueil commercial. Et ça c'est une des pierres fondatrices de notre association, c'est vraiment ce réseau d'accueil. Voilà, donc les pèlerins qui adhèrent peuvent bénéficier de ce réseau. On a des hospitaliers à peu près sur toutes les étapes, sur toutes les villes qui sont traversées par le chemin. Et ça, ça fait vraiment partie intégrante du pèlerinage en fait que de ces rencontres. On a nous aussi la même chose sur la Via Ligéria, où c'est beaucoup d'accueil dans les familles. C'est ce qui fait vraiment aussi la force de ces itinéraires. Donc moi justement, j'ai été principalement accueillie par des hospitaliers, principalement des femmes, sauf les 4 dernières nuits où j'ai été accueillie chez les Dominicains à la Sainte-Baume, puis chez les Dominicaines à Saint-Maximin. Sainte-Baume. Voilà, mais autrement, j'étais tout le temps chez des hospitaliers et là, c'est toujours des grandes rencontres. Surtout que je choisis souvent des femmes seules. Et là, le fait que je sois une femme, là aussi, Marie-Madeleine nous réunit et les soirées sont longues et les partages sont beaux. Ouais, c'est une des caractéristiques de ce chemin. En fait, il y a énormément de femmes seules qui empruntent ce chemin. Il y a une majorité en fait des pèlerins qui empruntent ce chemin sont des femmes seules. Voilà, et c'est un peu comme ça qu'on l'a réfléchi et conçu ce chemin. On savait que ça allait attirer beaucoup de personnes de la gente féminine et que cette figure de Marie-Madeleine était une figure transversale qui pouvait toucher énormément de cœurs. Cyril, vous avez écrit un livre sur ce chemin qui se nomme En Provence sur les pas de Marie-Madeleine aux éditions Salvator. Sur les traces, j'ai dit de Marie-Madeleine. Oui. Qu'est-ce que vous a permis l'écriture de ce livre ? Déjà, c'est la première fois que j'écrivais un livre, donc pour moi c'était un rêve qui se concrétisait, parce que ça faisait des années en fait que j'avais des projets. C'est pas le chemin de Marie-Madeleine, c'est le fruit quelque part, et c'est une façon de remercier pour tout ce que j'ai reçu sur tous les chemins de pèlerinage que j'ai pu arpenter avant. Et j'ai marché en fait plus d'1 an sur un chemin vers Jérusalem, et en fait j'avais à cœur d'écrire quelque chose sur ce chemin de Jérusalem que j'ai jamais écrit. Et donc du coup, quand j'ai eu la possibilité, quand Salvatore m'a offert la possibilité d'écrire sur ce chemin de Marie-Madeleine, j'ai accepté avec joie, sachant que j'avais déjà un premier récit de voyage que j'avais donc écrit suite à notre marche de 2013. Voilà, donc ça a été pour moi déjà la concrétisation d'un rêve d'écriture. La première concrétisation d'un rêve d'écriture, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis la deuxième chose, c'était pour moi l'occasion de vraiment partager ce chemin, en fait, de le faire connaître, de le donner à découvrir aux gens pour leur donner envie de venir marcher sur ce chemin. Pour moi, ce livre, c'est vraiment une invitation pour que les gens viennent marcher sur le chemin de Marie-Madeleine.
Et d'ailleurs, ça marche. Hein. Les échos que j'ai eus de mes lecteurs, c'est que ça leur donne vraiment envie d'y aller y marcher. Et donc, pour moi, c'est partie gagnée, voilà, que cet objectif. Voilà, donc c'est de prendre aussi plaisir à l'écriture. Ça m'a énormément nourri. J'ai beaucoup aimé écrire. Et puis, finalement, ça a été aussi l'occasion de faire un peu le bilan de cette première phase, parce que en fait, le livre vient juste quelques 2 ans après la création du chemin, l'inauguration du chemin, même si c'est un travail de longue haleine. Hein, je vous disais, première marche en 2013, inauguration du chemin par la région en 2021 et nous, première marche inaugurale en 2022, suivie d'une 9e marche inaugurale à partir de Marseille jusqu'à la Sainte-Baume, Saint-Maximin, la Sainte-Baume en 2023. Donc c'est très récent en fait ce chemin et cette dimension comment dire, d'ouverture de notre association aux premiers pèlerins. Je vais être obligé de vous couper, Cyril, parce que le temps passe très vite, voilà, et que on va donc inviter nos auditeurs à aller acheter votre livre pour avoir aussi un petit peu plus envie de se mettre peut-être à leur tour sur les traces de Marie-Madeleine. À Nantes, en tout cas, ils peuvent trouver ça chez Siloé. Aux éditions Salvator. Très rapidement, une dernière question pour vous, Isabelle, rapidement. L'association des Saints et des Saintes de Provence était l'année dernière au Forum Nantais des Chemins. Oui. Est-ce de cette façon que vous avez pris connaissance du chemin? Totalement. De ce chemin-là. Totalement. Puisque vous, Anthony, vous m'avez invité à accueillir l'association des Saints et Saintes de Provence. C'était une bonne idée. Hein. C'était vraiment une bonne idée à la maison pour les accueillir pour 2 nuits. Et moi, j'étais en réflexion comment je pouvais rejoindre Vézelay à la Sainte-Baume ou d'un lieu à la Sainte-Baume. Et là, en les accueillant, ils m'ont apporté sur un plateau l'itinéraire de Marie-Madeleine dont on vient de parler. J'ai pas eu le temps de vous dire, les paysages sont magnifiques. On est entre mer et montagne et c'est magnifique. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, chers auditeurs de Radio Fidélité, vous allez noter dès maintenant les dates du mois de novembre. Les activités des haltes pèlerines, le jeudi 14 novembre, soirée « Et si on partait en pèlerinage » avec Jean-Claude Morisset qui va nous présenter rencontre dédicace sur son livre « Je vous écrirai de Jérusalem ». Jean-Claude a marché de Montaigu, en Vendée, dans le nord de la Vendée, jusqu'à Jérusalem. Le vendredi 22, rencontre pèlerine à Clisson, à la maison Saint-Joseph. Le même soir, le 22 novembre, à la salle Saint-Jean-Marie-Vianney de 2 rue Guillet de la Brosse à Nantes, c'est tout près de la basilique Saint-Donatien, une soirée pèlerine sur le thème « Les nouveaux chemins de pèlerinage du Grand Ouest ». On va parler du Trobraise, on va parler du chemin de Saint-Philbert, de Pontmain, de Sainte-Anne-d'Auray et d'autres. Le samedi 23 au matin, rencontre pèlerine à Nantes, cette fois-ci, impasse Saint-Laurent, toujours à côté de la cathédrale. Et n'oubliez pas, mettez vraiment dans vos agendas que le 3e Forum Nantais des Chemins se déroulera les 28 février et 1er mars 2025. Alors, plus d'infos sur le chemin de Marie-Madeleine. Si je ne me trompe pas, vous me dites, Cyril, c'est www.chemindessaintes.fr. Tout au pluriel, oui. Voilà. Pour plus d'infos sur les chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique et ailleurs, www.haltepèlerine44.fr. Une page Facebook, les Haltes Pèlerines 44 et Via Ligéria. Cette émission est écoutable en podcast sur le site de Radio Fidélité, www.radiofidélité.com. Bon chemin. À bientôt les pèlerins. Burgos et Léon et Osebrero, au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène